vous avions raconté comment le conflit qui a opposé Mac aux cités de Nîmes et d'Amdapor avait conduit au sixième fléau, dévastant nombre de cités sous les eaux pendant 60 jours et nuits. 6 fléaux s'étaient donc abattus sur Eorzea. C'est donc tout naturellement que les populations croyaient que le pire était enfin derrière eux. La sixième ère astrale devait donc être une période de prospérité éternelle. Mais une question restait quand même sur les lèvres de certains. Si les 6 éléments avaient déchaîné leur colère l'un après l'autre au fil des âges, quelle serait la nature du 7e fléau s'il devait un jour survenir? Afin de comprendre cela, nous allons donc ce soir revenir sur cette 6e ère astrale où l'homme débuta de nouveau son voyage. Il est par ailleurs très intéressant de noter que, pour la première fois dans son histoire, Eorzea avait enfin un moyen de dater les différentes périodes qui ont composé sa 6e ère astrale. Et nous allons donc commencer avec l'âge qui a été nommé l'âge de la Restauration. Les stigmates laissés par le 6e fléau étaient importants et ont instillé beaucoup de désespoir dans le cœur des survivants. De crainte que son usage n'aggrave la situation, les arts magiques furent purement et simplement interdits. Les bibliothèques abritant des tomes anciens ont été incendiées, tandis que ceux qui pratiquaient ou dont on disait qu'ils pratiquaient les arts magiques étaient pourchassés et jugés comme des criminels. De nombreux érudits connurent la même fin, car les populations étaient devenues si furieuses qu'elles ne pouvaient plus distinguer la différence entre science et sorcellerie. Avec la perte de la majorité de leurs plus grands esprits, les quelques nations restantes de la 5e ère astrale s'effondrèrent et disparurent, leur peuple se dispersant dans le royaume pour revendiquer les quelques ressources restantes. Poussés par le besoin primitif de survivre, les tribus et les clans se sont regroupés en petites communautés et ont entamé un voyage de plusieurs siècles pour reconstruire leur vie brisée. On estime d'ailleurs que c'est cet âge qui a déterminé véritablement le niveau d'éducation en Eorzea. Encore une fois, la magie était responsable d'un grand désastre, mais à l'inverse de ce qui a été fait précédemment pendant l'âge oublié, l'éducation était rare, mais pas interdite. C'est d'ailleurs vers l'an 10 de cette période que Nunkreft, notre archon ayant téléporté un navire, rappelez-vous, voyageait avec son groupe jusque dans le Grand Nord avant de finalement tomber sur un groupement d'îles dont une en particulier se destine à devenir la grande nation de Charlayan de notre époque moderne. Bien plus tard, et avec une population en croissance constante, Charlayan adoptera un gouvernement démocratique et les décisions y seront prises dans un forum, un groupe constitué des plus illustres mages de la nation. Toujours dans la même période, et toujours en Charlayan, un érudit du nom de Lufon se penche sur la rédaction du très célèbre Les 5 R, une chronologie éorzéenne, qui se destine à unifier les dates et événements de calendrier annexes, utilisés vastement dans les autres cités-États. Ceci, cependant, n'est pas son unique œuvre, car c'est également le père de l'astromancie, une science magique née de la volonté de tirer des bienfaits sous la forme de sortilèges en utilisant un tout nouveau type d'éther, celui venant des portes stellaires formées par les constellations. Ce sera également à cette époque que la première grande vague migratoire prend place. Les Irois d'Ilzabar commencent à arriver et viendront gonfler la démographie de cette race en Eorzea. À la même époque, les populations élézènes, chassées de leur demeure en Aldenar central, arrivent pour la première fois au Coertas et débutent une nouvelle vie qui sera placée sous l'égide de Halon quelque temps après. Si des villages commencent à se former par-delà la mer de nuages, ces derniers constitueront à terme la base sur laquelle Ishgard sera construite. Ultimement, c'est sur la fin de cette période que l'on entend parler d'une histoire troublante entre un dragon nommé Resvelgr et une humaine du nom de Shiva. Souhaitant se lier éternellement avec le dragon qu'elle aime, elle n'aura pour autre solution que de se faire dévorer par son aimé, liant leur éther à jamais. Et donc on se retrouve sur ce second ère, donc qui est appelé l'âge de la communion, qui a duré de l'an 400 jusqu'à l'an 1000, et sur les 400 premières années après le grand déluge, la population d'Eorzea a finalement commencé à connaître une résurgence. Les immigrants des îles au-delà de la mer de Sang, ainsi que les continents orientaux d'Otar et d'Ilsabard, sont arrivés en masse à Aldenard.
3 grandes vagues migratoires dures ont également provoqué des changements irréversibles dans la distribution de la population des Orzea, et la première, eh bien, nous venons de l'évoquer. Ceci dit, les tensions raciales atteignent leur paroxysme à cette époque. Certaines races gravitant vers certaines cités-États pour échapper aux persécutions, les Elezen vers Ishgard dans les hautes terres du Coertas, les Lalafell vers Belladia dans le désert du Tanalan, et les Roegadin vers l'Imsalominsa sur l'île de Villebrandt. Cependant, même cela n'était pas sans poser de problème. Ce ne fut qu'une question d'années avant que des luttes intestines au sein de la royauté Lalafell de Belladia n'entraînent la chute de la nation et sa scission en 2 nouvelles cités-États, Ul'dah et Sildi. L'origine du conflit ayant éclaté à Belladia était que le sultan de l'époque eut 2 fils, et aucun des 2 ne parvenait à trouver un accord sur lequel des 2 prendrait la succession. Il a donc été décidé que Belladia, construite non loin du temple de Karn, dédié à Zeima et à l'inhumation des défunts, deviendrait Sildi et Ul'dah après cette scission. Sachez en tout cas que Karn n'a pas été construit par les Belladiens. Sa construction remonte à bien plus loin que ça, mais les Lalafell survivants de Mac décidèrent de construire leur cité ici, dans le Tanalan. C'est dans cet âge que l'on trouve bon nombre de progrès, et surtout concernant la téléportation. Les débuts ont ceci dit été chaotiques, et toute une expédition de sages charlayanais fut même perdue dans les flux d'éther, après qu'un réseau stable d'éthérites ait été formé entre les îles de Ham, Yorn, l'île de Val et Charlayan elle-même. Le réseau d'éthérites n'est bien entendu en rien responsable dans ces pertes. Les Charlayanais venaient de mettre la main sur un sortilège de téléportation ancienne, mais lorsqu'ils virent les résultats, ils abandonnèrent les recherches et classèrent ce sort comme dangereux et interdit. On va revenir un peu sur les Elezen du Coertas, où les choses se compliquent sacrément pour nos amis, car alors qu'ils étaient en route pour les terres promises du Coertas, le roi Tordan, à qui Alon était apparu ainsi que ses chevaliers et leurs caravanes, se retrouvèrent sous une attaque du grand dragon Nidhogg, et si la moitié des chevaliers furent tués ainsi que le roi, c'est son fils Aldrat qui continua de guider son peuple. Lorsque Ishgard était finalement bâti au fil du temps, les Ishgardiens utilisèrent pas moins de 40 yeux de dragons gorgés de leur pouvoir pour ériger le collier de Danifen, une barrière magique destinée à les protéger de l'ire des dragons. L'histoire enseignée à Ishgard est alors réécrite par le clergé ainsi que les chefs des 4 grandes maisons nobles instaurées à cette époque. Et après cette période, aux alentours de l'an 710, les Yuruas commencent à arriver dans la forêt de Sombre Linceul en provoquant un nouvel exode de population qui aura ciblé les Elezen. Il faudra environ 30 ans pour que les 2 peuples réconcilient leurs différends et construisent ensemble la cité souterraine de Gelmora. On pourrait penser que vivre sous terre dans une période de semi-paix est étrange, mais il faut savoir avant tout que Sombre Linceul est la demeure de nombreux élémentaires, et après le 6e fléau, l'humain craignait ces esprits. Et ce n'est qu'en vivant sous terre qu'ils pourraient être cachés de leur vue, mais aussi et surtout de leur colère. Énormément de choses se passent pendant cette période, dont la naissance de certaines cités-États et l'établissement de grands noms. On retrouve donc nos Yuruas lors de la 3e grande vague migratoire, et un groupe en particulier nous intéresse. Il est dirigé par Albin le Blafard, et cette troupe souhaitait envahir le Tanalan, mais ils rencontrèrent des difficultés lorsque les forces belladiennes s'en chargèrent. Une 50aine d'années plus tard, alors que Valerroyan, dragon d'azur d'Ishgard, repoussait une attaque de Nidhogg avant d'être malheureusement vaincu au combat. C'est le jeune peuple Garlemaldais qui souffre de l'envahisseur au sud de leur contrée, et ils se verront repoussés dans les terres du nord. Conscients de leur incapacité à utiliser les terres, ils chercheront un autre moyen de se défendre. Le sultan Lalafuto III, retournons un peu dans le Tanalan, disparaît quant à lui aux alentours de 871 de cette époque, dans des circonstances assez mystérieuses.
C'est sa femme Méméto qui est alors couronnée sultane de Belladia, et 3 ans plus tard, une nouvelle cité naît grâce à l'exil des réfugiés Roégadines fuyant la tyrannie de leur foyer natal de l'île d'Arslent au nord d'Aidélin. Au terme de leur voyage, leur navire, le Galadion, terminera sa course aux abords de l'île de Vilbrand pour former la cité maritime de Limsa-Lominsa. La vie est dure, cependant, sur cette île, bien entendu, dont les kobolds sont les habitants historiques, et ces derniers sont peu enclins à laisser les Limséens s'établir. De nombreux affrontements conduisent à des relations très largement dégradées, et c'est vers cette époque que naissent non seulement les Kazakhs jaunes, mais aussi les chevaliers du Barracuda qui sont chargés de défendre les terres nocéennes et conduire des raids sur les kobolds. Au même moment, un accord est signé entre Charlayan et Belladia pour l'installation du premier réseau d'éthérites en Eorzea. La piraterie fait ses grands débuts dans la Nocea et en île Sabar, vers l'an 922, cette année marque la création de la République de Garlemald. Les débuts sont cependant extrêmement difficiles car les tribus nomades Yur continuent de harceler la jeune République qui finissent par prendre d'assaut la capitale. Elle sera regagnée 8 ans plus tard grâce à l'enrôlement de mages Roégadines qui auront pour effet de redonner le moral aux troupes garlemaldaises pour enfin repousser l'envahisseur. Retournons à Limsa-Lominsa pour parler de piraterie justement, où cette profession, dirons-nous, a le vent en poupe pendant littéralement 30 ans après leur début. Les pirates commencent à s'unir sous divers pavillons et se livrent une guerre sans merci afin de prendre le contrôle des mers. L'autorité de l'amiral instaurée à cette époque pour diriger Limsa-Lominsa vole bien entendu en éclats, et les affrontements continueront pendant près de 20 ans jusqu'à ce que l'amiral Agarzar Roelmerschfin réunisse enfin ses pirates et que les accords de Galadion soient établis. Dans le Tanalan, cette fois-ci, la guerre civile éclate en Belladia. 2 camps s'affrontent, celui du prince Sasagan et celui du prince Sasawefu. Le but étant très simple, savoir qui succédera à leur mère sur le trône. Et si les affrontements sont violents, ils sont également assez vicieux. Vous vous rappelez notre épisode sur les éthérites, je pense ? Eh bien, c'est à cause de la destruction d'une éthérite située non loin du campement du prince Sasagan, qui a été pris d'assaut par les troupes du prince Sasawefu, que près de 800 hommes disparaissent à jamais dans les flux éthérés après leur fuite par téléportation. Pas vraiment joie après avoir appris ça, Charlayan ordonnera la suspension du réseau d'éthérites jusqu'à ce que le conflit se résolve. Naîtront alors les cités de Sildi, gouvernées par Sasawefu, et la cité d'Ulda, gouvernée par Sasagan. Et Ulda va nous intéresser tout particulièrement car c'est à cette époque que l'ordre des paladins naît. 3 épées, taillées dans la même pierre, sont confiées à ces combattants d'élite et portent des noms célèbres tels que Kurtana, Joyeuse et Durandal. La période se termine par l'arrivée massive de l'Alafel, de Urwa ainsi que de mycotes solaires, soit amenés de leur plein gré, soit contraints de force par les pirates de la Nocea, où d'ailleurs les kobolds sont autorisés à conserver leurs terres ancestrales du mont Ogomoro. À partir de l'an 1000, ça commence un peu à se gâter, car nous entrons dans l'âge des conflits qui a duré pendant près de 300 ans, donc de l'an 1000 jusqu'à l'an 1300. En effet, donc après ces années de développement de cités, pendant les centaines d'années qui ont suivi, les cités-États ont enregistré des progrès constants en continuant à se développer et à gagner du pouvoir. Cependant, lorsqu'elles ont cherché à étendre leurs revendications sur les terres environnantes, des complications sont bien évidemment apparues. Les querelles territoriales entre voisins ont conduit à des tensions accrues dans les régions périphériques. Des tribus d'hommes bêtes, telles que les kobolds et les Ixali, exaspérés par ceux qu'elles considéraient comme des envahisseurs, ont commencé à se rebeller et à piller les terres en signe de protestation. Incapables de mettre de côté leurs différences, Ulda et Sildi se sont livrés à une guerre mesquine, jusqu'à ce qu'aucun des 2 camps ne se souvienne de la raison pour laquelle ils se battaient.
Alors que des batailles sanglantes éclataient à travers le royaume, l'équilibre du pouvoir commença à changer une fois de plus. Les rivières de sang coulaient, tandis que l'argent coulait également depuis les mains des ambitieux jusque dans les poches des mercenaires, à l'image d'Ulda, qui avait gagné un net avantage en engageant des mercenaires Rogadin et Yurgoth durant les temps de guerre. Cette aide providentielle aurait sans doute été déterminante au fil du temps. Ulda est devenue maîtresse du Tanalan après avoir conquis la cité étalseur et l'avoir réduite en ruine grouillante de zombies, dont l'histoire retiendra que la situation de Sildi est due à sa population de nobles qui voyaient la cité dépérir et aurait utilisé une poudre empreinte de magie nécromantique dans le but de réveiller les morts pour aider à combattre Ulda dont les arrivées d'eau ont été précédemment détournées par Sildi. Les tribus belligérantes de Girabania sont enfin réunies en un vaste groupe de Yurgoth et s'unissent pour former la cité d'Alamigo. L'histoire retient le nom de Anshelm Cotter, l'homme qui unifia le pays, non sans déployer de vastes trésors de négociation pour arriver à un terrain d'entente favorable et fertile à la naissance d'une grande et puissante nation dont les lanciers migois furent en première ligne lorsqu'il s'agit de repousser des nomades venus du nord d'Otar. Ces guerriers avaient gagné une grande renommée en Eorzea, et nombre des histoires qui les concernent traduisent leur grand courage et leur plus grand haut fait. Si bien que lorsque Ulda a eu besoin de ces fameux mercenaires pour aider à combattre Sildi, c'est vers les Migois qu'ils se sont naturellement tournés. Les progrès des techniques de construction navale ont renforcé la domination de l'Imsa Lominsa sur les mers, tandis que les échanges accrus avec les terres situées au-delà des Eorzea ont transformé la cité-état maritime en un riche creuset de culture. A noter également le déboisement de la célèbre zone de la Cédrière, qui produisait sans doute le meilleur bois afin de bâtir de puissants navires, non seulement pour la flotte limséenne, mais également pour honorer les commandes de marchands uldiens qui tournaient déjà leur regard vers l'extérieur, désireux de bâtir un puissant empire commercial avec le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Sur une note un petit peu plus légère, la culture des vignes connaît également un fabuleux essor dans la Nocéa orientale, et aussi, il ne fallut que peu de temps avant que la petite place de Port-au-Vin ne devienne une source prolifique de bonnes bouteilles. Partons maintenant pour la cité de Gelmora, où a vécu un élémentaliste du nom de Jorin. Cet homme a essayé pendant de nombreuses années d'entrer en contact avec les élémentaires de Sombre Linceul, et au prix de nombreux échecs, il a finalement réussi. Les pourparlers ont eu lieu à la souche de la résurrection, et à leur issue, les Gelmorins ont pu regagner la surface et débuter l'entreprise de bâtir la cité de Gridania. Mais ce n'est pas tout, car Frère Jorin était dans les plans des élémentaires pour agir en tant que pont entre matériel et immatériel, et c'est en 1081 que sa femme mit au monde le premier enfant qui se destinait à devenir un Padjal, le premier de son genre. Il a d'ailleurs pas mal affolé la population lorsque sa croissance s'arrêta définitivement à l'âge de 12 ans, redoutant le fait qu'il ait contracté une maladie inconnue. C'est l'enfant lui-même cependant qui rassura tout le monde en les informant de sa mission sacrée. Il abandonnera par la suite son nom pour prendre celui de I-O-Ok-Pota, décrivant la sonorité comme celle que font les vagues éthérées produites par les élémentaires lorsqu'ils s'adressent à lui. D'ailleurs, petite anecdote, nous vous parlions des Chigoe lors de la dernière émission. Eh bien, sachez que dans l'ancienne cité de Gelmora, les Chigoe étaient employés pour saigner les malades, afin, pensait-on, de les débarrasser naturellement des esprits nocifs. Du côté d'Ishgard maintenant, la guerre contre les dragons fait toujours rage. L'un des témoins de cette époque est la structure de pierre nommée Rêve Dragon. Il ne s'agit pas exactement d'une structure, mais bel et bien d'un immense dragon fossilisé par la magie d'assaillants Ishgardais, ainsi que la force du dragon azur de l'époque. Dame Renet était également chevalier dragon à cette époque, et après qu'elle ait pu conduire sa vengeance avec succès à l'encontre des dragons ayant tué son amant, elle déposa les armes pour faire vœu de pauvreté, devenir nonne et porter aide aux pauvres et aux nécessiteux de la cité. Avec la défaite de Sildi, dont les ruines servent maintenant de fondation à l'actuelle Ulda, les marchands se sont mis en tête de partir par-delà les mers afin d'établir une route commerciale avec l'Orient. Quelle aubaine, me direz-vous, lorsque la piraterie arrive à un âge d'or et que Barbe-Brume pille les navires marchands uldiens en ne laissant même pas une planche flotter après leur passage. Pendant 49 ans, ce pirate légendaire aura fait parler de lui, jusqu'à ce qu'il soit porté disparu après un affrontement avec un navire marchand lourdement armé venant de la cité proche orientale de Radzatan.
Ceci dit, il n'en est rien, car Barbe Brume refait surface encore et toujours, son masque toujours fixé à son visage, faisant de l'homme une personnalité immortelle qui est déclarée morte pendant quelque temps avant qu'il ne revienne à la vie dans des circonstances mystérieuses. La fin de cet âge est marquée par la canonisation de Dame Rainette par le Saint-Siège. Elle devient une sainte de Halon en raison de ses actes dévoués envers les plus pauvres, mais le peuple n'est pas dupe et voit la manœuvre comme une tentative de distraction pour éviter qu'il ne pense aux actes répétés de corruption au sein de l'Église. Dès lors, on entend de plus en plus parler des Chevaliers Noirs, et le premier d'entre eux, Ser Torifaniel, serait apparu en 968 et aurait gagné son procès lors d'un duel judiciaire, après avoir massacré brutalement un membre du clergé qui se serait adonné à des actes immondes sur un enfant. Vient alors l'âge de la stabilité qui s'étend entre 1300 et 1500 de notre ère. Et bien entendu, lassé de se battre, le peuple d'Eorzea a cherché à réparer les liens qui s'étaient déchirés et effilochés au fil des siècles. Les tactiques agressives ont été abandonnées au profit de la diplomatie et le commerce interétatique a été rétabli. Grâce au partage de la technologie et de la culture, les nations ont connu une prospérité inconnue depuis la 5e ère astrale. Les cités-États de Lim-Salominsa, Ul'dah, Gridania, Ishgard, Ala-Mhigo et Sharlayan se développèrent et devinrent les points centraux de la civilisation éorzéenne. La paix, pour une fois, régnait sur le pays. Les Sharlayanais, donc, qui ont traversé les mers du Nord jusqu'en Dravania, ont apporté avec eux une richesse de connaissances perdue depuis longtemps. Cherchant à ressusciter la sagesse des anciens et à éclairer à nouveau le royaume des ténèbres, les érudits ont déployé des efforts inlassables. Pendant les 16 premières années de l'an 1300, Sharlayan a installé et développé un petit avant-poste de recherche grâce au concours de mercenaires migois pour faire des relevés dans la zone. Ce qu'ils découvriront dépassera de loin toutes leurs espérances les plus folles, car c'est à ce moment qu'un immense réseau de cavernes souterraines est découverte. Dans ce réseau de cavernes sera construit un édifice qui sera le précurseur de l'Antitour et sera destiné à observer la mer d'étoiles. Une cinquantaine d'années plus tard, la nouvelle Sharlayan s'installe en Dravania. Cette migration marquera le début de la construction d'un très vaste réseau d'éthérites pour faciliter le transport des divers mercenaires ou personnes pouvant le faire. Pendant ce temps, à Ul'dah, un alchimiste anonyme développe un remède contre la mort rampante, une maladie apparue à Gridania et qui décimera la population uroise de l'endroit. Et, bien entendu, ça remodèlera définitivement le visage démographique de la cité. Conjointement à ça, toujours plus de morts-vivants résident encore dans les canaux d'acheminement d'eau de la cité tanalanaise, et c'est encore une fois les mercenaires migois qui viennent à la rescousse de la cité, mais aussi les Amaljas qui sont harcelés par les morts-vivants. Pour contrer la menace, la garnison de Zaharak est construite et ça ne sera qu'en 1355 que les zombies seront totalement exterminés. Ishgard, de son côté, est toujours en proie aux attaques des dragons de la couvée de Nidhogg. De lourds moyens sont mis à l'œuvre pour contrer cette menace et l'émergence de diverses technologies, à l'image de la construction de la manufacture de ciel-acier en 1483, qui produit bon nombre d'armes pour renforcer les défenses de la Sainte Cité, mais plus d'une centaine d'années auparavant, les Ishgardais ne devaient compter que sur leur seule force pour venir à bout de leurs assaillants. Une terrible bataille a donc eu lieu en 1354 et opposait Sombrecaille, un puissant général dravanien, aux forces conjointes des chevaliers dragons et chevaliers du temple d'Ishgard dans la partie orientale du Coertas. Mortellement blessé, Sombrecaille plongea dans un lac et l'endroit où la terrible bataille se déroula fut appelé les Champs de la Gloire. Et après ça, afin d'adresser un message fort aux Dravaniens, Percel débutera le grand œuvre d'ériger une statue de Aldrat, premier dragon d'azur dans les terres du Coertas occidental. L'ouvrage prendra environ 29 ans avant d'être terminé.
Pendant ce temps, les Ixali font parler d'eux dans la forêt de Sombre Linceul et commencent à maîtriser une technologie leur permettant de créer des dirigeables. Des espèces de ballons gonflés de gaz de céruléum et équipés de nacelles leur permettant de voler dans les airs. Une division spéciale gridanienne est créée et se nomme les Flèches Divines. Leur but est simple, il est de repousser l'envahisseur, mais tout ne se passe pas exactement comme prévu encore une fois, car le peuple gridanien provoque la colère des élémentaires. Et c'est à cette époque qu'on entend parler pour la première fois de la souillure, une terrible maladie fruit des élémentaires. Pour apaiser les esprits en colère, les anciens de Gridania s'offriront en sacrifice aux élémentaires pour éviter que leur peuple ne soit à nouveau banni de la Sylve. On voit également émerger plusieurs guildes pendant cette période. Elles servent non seulement à asseoir la souveraineté martiale ou technologique des cités-États, mais également afin d'engager des discussions commerciales entre elles. On verra notamment l'essor de la guilde des orfèvres d'Ulda qui se spécialise dans les mécanismes horlogers et poussera l'art jusqu'à développer le premier automate qui se nommera Neijing. La guilde des gladiateurs, dont les combats offrent un spectacle sans pareil au sein du Colisée d'Ulda, qui est en activité depuis maintenant près de 300 ans, et les forgerons s'établissent à Limsa Lominsa. L'art et ses secrets sera passé de génération en génération, et leurs minerais viennent en partie des mines de Mithril d'Amagina et fils. Cette société uldienne exploitera sans relâche les filons de divers puits, pendant que les mines de cloche-cuivre, quant à elles, resteront partiellement exploitées suite à la crise de 1272, qui a vu naître la révolte des Hécatonchires lorsque le sortilège contrôlant ces créatures s'est rompu. Et tout ne se passe pas exactement dans une véritable ère de paix et de prospérité, car dans les terres guirabaniennes, le roi Manfred, nouveau souverain d'Alamigo, décrète que la forêt de l'Est lui appartient et lance une campagne au-delà de la Vélodina pour réclamer les terres gridaniennes. Le conflit marquera le début de ce qu'on appelle la guerre de l'érable, mais nous reviendrons sur ce conflit qui a mêlé les grandes cités-États de l'époque dans un épisode spécial. L'âge des découvertes n'est cependant pas encore tout à fait terminé. Vous vous rappelez les dirigeables Ixali évoqués plus tôt ? Eh bien, Gridania avait réussi à confisquer un modèle. Et c'est le marchand uldien Tatanora qui en fera l'acquisition. Ce nom vous dit probablement quelque chose, et à juste titre, car le Lalafell utilisera ses connaissances fournies par ce dirigeable pour construire les premiers convois marchands tirés non seulement par des chocobos, mais sont en plus de ça équipés de ballons flottants gonflés au gaz de céruléum, un peu à l'image des dirigeables Ixali. Le brave marchand deviendra alors extrêmement riche car le transport de marchandises terrestres connaîtra un essor alors que les mers grouillent de pirates. Ce fait n'empêchera certainement pas Ketenram le Bleu, aventurier limséen, de prendre la mer en direction de l'ouest et de finalement découvrir le Nouveau Monde, dont les populations Mamoulja sont les maîtres. Les explorateurs arrivent avec les bras chargés de présents et reçoivent du minerai d'argent de très très grande qualité en retour. L'âge d'or de l'exploration arrive, mais les voyages sont dangereux car les Sawajin guettent dans les profondeurs et provoquent naufrage sur naufrage. Et pour finir, à la fin de cette ère, en 1489, un enfant naît dans la très estimée maison Galvus en Garlemald, et il sera baptisé Solus par ses parents et sera à l'origine de bien des choses. Et puisque l'on parle de Garlemald, je vais vous raconter comment en 60 ans, ce petit pays a réussi à devenir une grande nation. Il faut savoir que le peu de magie que les Gridaniens ont perfectionné au cours des générations qui ont suivi leur départ de Galmora n'était pas à la hauteur de la puissance martiale des forces d'Alamigo. Et il semblait que la cité-État sylvestre tomberait rapidement aux mains de ses envahisseurs. Cependant, dans un mouvement que la plupart des gens attendaient, les cités-États d'Ishgard, Ulda et Limsa Lominsa ont envoyé leurs armées au secours de Gridania, et aussi rapidement que la guerre de l'érable a commencé, elle a été résolue. Les frontières sont fixées et les traités signés.
Les cités-États resteraient indépendantes, mais la montée en puissance de l'une d'entre elles ne serait pas tolérée, et ainsi la paix s'installa à nouveau sur le royaume. En dehors d'Aldenar, les flammes de la conquête ont commencé à s'élever. Au nord, sur le continent d'Ilzabar, la République de Garlemald envahissait les nations voisines avec ses machines de guerre, s'emparant de leurs terres et consommant leur culture. En 1552, le leader de la République, ce fameux Solus Galvus, déclara Garlemald empire et se nomma tout bonnement empereur. La nouvelle armée impériale, désormais gonflée de la puissance d'innombrables nations assimilées, subjugua méthodiquement le continent oriental d'Otar et les terres restantes d'Ilzabar, accueillant les nations prêtes à se plier à la règle impériale tout en effaçant celles qui refusaient l'étendard garlemaldais. Avec 2 des 3 grands continents désormais sous son contrôle, l'empire de Garlemald a jeté son dévolu sur Aldenar et, en 1557, a envoyé la 14e Légion pour conquérir Ala-Mhigo, première étape de la mise sous tutelle impériale des peuples des Eorzea. Mais il serait beaucoup trop simple de résumer l'histoire de la création de la République de Garlemald jusqu'à la proclamation de l'Empire en quelques lignes. Alors, lançons-nous plus en profondeur dans les origines de cette nation. À la base, Garlemald et sa république naît de 7 tribus nomades réunies pour fonder une nation. On estime d'ailleurs que l'une de ces tribus fait partie des descendants directs de la légendaire cité de Goug, le peuple ayant migré bien des millénaires auparavant à cause de l'apparition de la grande cataracte océanique. Il apparaît comme clair que les avancées technologiques en matière de fabrication d'automates de cette cité ont été les prémices du fer de lance de la nation, c'est-à-dire la Magitech. Vous l'avez d'ailleurs compris, les débuts de la jeune nation ont été un chaos sans nom, attaqué sans relâche de toutes parts par les tribus nomades et ayant des difficultés à résister de par leur incapacité à utiliser la magie et surtout à cultiver des terres de façon efficace. À l'image de leur héraldique, les 3 maillons du drapeau symbolisent la très forte unité du peuple, le maillon central de couleur rouge représentant les Garlemaldais ayant versé leur sang pour leur patrie. Les hivers sont rudes dans leur contrée, et avec la découverte du céruléum, non seulement avaient-ils découvert un moyen de se garder au chaud, mais au fil du temps, les Garlemaldais avaient trouvé un moyen de prospérer. Revenons maintenant à la progression fulgurante de Solus Zos Galvus, dont Léophée sur le champ de bataille le propulse au rang de Legatus à l'âge de 24 ans seulement, et promeut dans la foulée l'utilisation de technologies Magitech dans les légions impériales. Cette réforme provoquera une campagne sans précédent dans l'annexion d'une très vaste majorité du territoire d'Ilzabar. Les rangs de l'armée gonflent de façon exponentielle et les victoires sont monnaie courante pour la République. À l'âge de 28 ans, Solus gagne le soutien inconditionnel du peuple et devient alors dictateur de la République, le titre accordé au commandeur suprême de la nation. Au même moment, cette République emploie des aéronefs pour la première fois pour les besoins de leur conquête. Dalmasca est la première à tomber sous le feu des vaisseaux, et au fil du temps, la très grande majorité d'Ilzabar est placée sous la tutelle garlemaldaise. Fort de toutes ces victoires et conquêtes, Solus Zos Galvus déclarera donc que Garlemald sera désormais un empire, et se proclame donc également empereur donc de l'empire de Garlemald, adoptant la devise Nos sumus manus, nos sumus deus, ainsi que leur propre calendrier, dont les années suivent celles du règne de l'empereur. Ils lanceront alors une campagne très rapide sur le continent d'Otar, parvenant à rapidement annexer Doma à l'est, pendant que la 14e Légion, commandée par Gaius Van Baelsar, avance vers les frontières d'Ala-Mhigo. Et justement, pendant ce temps, en Eorzea, les Nocéens sont en pleine tourmente. Lim-Salominsa enjoint les kobolds à signer un traité de paix aux termes ambigus qui conduiront à d'autres conflits. Mais pour l'heure, il fallait unir les forces présentes pour repousser les Sawagin. La chose n'est pas aisée, car la bataille de l'océan Indigo menée par les chevaliers du Barracuda se soldera par un échec cuisant. D'autres guildes naissent à Ul'dah. Par exemple, la guilde des pugilistes sous l'égide de Cornelia, combattante légendaire utilisant les poings, et la guilde des cuisiniers naît également à Lim-Salominsa, établie par l'amiral Gwalskif Baldvensin. Tatanora, le célèbre et richissime marchand uldien, non content de développer des caravanes, parvient à construire le premier aéronef et fonde la compagnie Vol au Vent,
dont la principale occupation est le commerce et le tourisme par les airs. À Alamigo, Théodoric Ier accède au trône, et dès lors, les conflits entre le roi et l'ordre du Point de Ralgre s'intensifient, au point que Théodoric ordonnera la mise à sac du temple et le massacre des disciples qui s'y entraînent. Or, la 14e Légion est proche, et c'est donc un jeune officier de l'armée migoise nommé Roban Alzin qui est chargé d'engager les troupes garlemaldaises à l'est. Il sera rapidement promu grâce à ses prouesses martiales. D'autres grands noms commencent à se faire connaître, en la personne notamment de Merlwyb Blofiswin, qui conduira une expédition vers le Nouveau Monde et trouvera une route sûre vers ces terres à l'âge de 20 ans. Pendant ce temps, à Gridania, la jeune Canessena deviendra élémentaliste à l'âge de 6 ans, et un an plus tard, le fruit de l'union entre Sasabaru ul Sisibaru et Nanasha ul Nasha naît dans la Cité d'Or. Il s'agit bien évidemment de Nanamo ul Namo, héritière du trône uldien. Seulement, le peuple migois se révolte contre Théodoric au point que même ses gardes royaux ignorent ses ordres de fermer les portes du palais. Les révolutionnaires n'auront aucun mal à pénétrer la place et renversent le roi. Le pays est alors plongé en plein chaos et il sera donc servi sur un plateau d'argent à la 14e Légion qui n'aura aucun mal à annexer les terres guirabaniennes. Et bien évidemment, à partir de là, les choses se compliquent assez rapidement parce que la chute d'Alamigo a rapidement incité les populations libres restantes d'Eorzea à l'action. On se retrouve donc avec 4 cités-États qui sont Limsa-Lominsa, Ul'dah, Gridania et Ishgard, qui forment donc une alliance en l'an 1561 pour dissuader l'Empire de Garlemald d'avancer dans la région. Les Charlayanais, cependant, n'ont pas rejoint cette alliance. La répugnance des savants pour la guerre les a contraints à dépêcher un envoyé spécial à Garlemald peu de temps après la reddition d'Alamigo, dans le seul but de mener des procédures diplomatiques. Ces efforts furent vains malheureusement, car les impériaux refusèrent de rencontrer l'émissaire à la table des négociations. Ne parvenant bien évidemment pas à trouver une solution politique pacifique, le Forum a décrété que les érudits abandonneraient la colonie dans les arrière-pays dravaniens et retournèrent dans leur patrie à travers la mer du Nord. Une fois qu'Alamigo a été entièrement assimilé à l'Empire, à la fois politiquement et économiquement, la 14e Légion impériale s'est concentrée à accélérer la progression de la conquête d'Eorzea. En 1562, la flotte impériale, accompagnée du puissant vaisseau amiral Agrius, a frayé son chemin dans Mordona jusqu'aux chutes de Pleur-Argent. C'est là que l'armada de la Légion a rencontré une résistance inattendue, pas aux mains de l'homme, mais celle du dragon Midgardsorm, la divinité gardienne oubliée du lac. Le grand dragon a donc appelé ses semblables qui se sont opposés à la flotte des Garlemaldais dans une bataille aérienne aux proportions épiques. La bataille s'est terminée lorsque Midgardsorm et l'Agrius sont entrés en collision et ont plongé vers la terre, obligeant la Légion à une retraite rapide et complète de Mordona. Le corps creux du dragon demeure dans le lac Pleur-Argent, intimement lié avec l'épave du vaisseau de guerre garlemaldais et est encore visible à ce jour. Peu de temps après la mort de Midgardsorm, quelque chose d'inexpliqué s'est produit. Les tribus des hommes-bêtes d'Eorzea ont commencé à invoquer leurs propres dieux, les primordiaux. Et ces puissantes créatures ont été considérées comme une menace pour le pouvoir impérial et devinrent bientôt la cible de ces armées. Le légat de la 14e Légion, Gaius van Baelsar, a rapidement constaté la futilité d'engager les primordiaux dans la bataille, car les dieux vaincus ont été ramenés à maintes reprises par l'utilisation de cristaux et de prières de la part des hommes-bêtes. De plus, il y avait des rapports croissants que les bénédictions de ces êtres primitifs transformaient les hommes en fanatiques qui s'en prenaient à leur propre espèce au nom de leur nouveau maître. Sans une stratégie militaire appropriée pour pouvoir faire face à la menace primordiale, l'empereur Solus Zos Galvus a finalement ordonné à Baelsar de suspendre sa campagne en Eorzea. Et c'est également à cette époque qu'après 5 ans de préparation, les Charlayanais se sont enfin lancés dans leur exode depuis l'arrière-pays dravanien vers l'ancienne Charlayan. En l'espace d'une seule nuit,
Une population entière a disparu du royaume en laissant des Éorzéens restants s'attaquer à la myriade de problèmes auxquels leur pays devait faire face. Revenons maintenant sur un âge qui s'est donc appelé l'âge calme. Le Saint-Siège d'Ishgard s'est donc retiré de l'Alliance éorzéenne en 1563, ne voulant pas détourner la puissance militaire utilisée pour la guerre du Champ des Dragons à des efforts contre l'Empire de Garlemald, désormais inactif, en invoquant la suspension par l'empereur Solus de leur campagne éorzéenne après la bataille de Pleur-Argent. L'invasion ayant été stoppée, les forces impériales stationnées à Alamigo ont commencé la construction de la muraille de Baelsar entre les territoires nouvellement annexés de Girabania et Gridania. Bien que ne sachant pas si le mur devait servir à l'empereur pour préparer secrètement une seconde invasion, plutôt à mettre en quarantaine un royaume réputé infesté de faux dieux hommes-bêtes mortels, le Saint-Siège a conclu que les armées garlemaldaises ne mobiliseraient pas leurs forces de sitôt et que la main-d'œuvre de la cité-État serait donc plus appropriée à défendre Ishgard contre la récente montée en puissance de Nidhogg. Avec l'arrêt de l'expansion de Garlemald, Eorzea est entrée dans une brève période de répit dans les hostilités qui ont tourmenté la région depuis si longtemps. Sans ennemis à affronter, l'Alliance éorzéenne n'avait d'armée que le nom, ses forces militaires ayant été dissoutes et ses ressources réaffectées. Bien que la menace d'incursion avait disparu, les innombrables fantassins qui, jusqu'à récemment, avaient vécu de la guerre étaient donc sans travail et sans cause à défendre. C'est dans cette incertitude que la Guilde des Aventuriers a été créée. Fournissant un emploi stable aux soldats déplacés, les guildes ont non seulement aidé ces hommes et ces femmes à se réintégrer dans la société, mais aussi à fournir aux gens du peuple un moyen d'accomplir des tâches qui étaient devenues trop dangereuses depuis l'invasion impériale et l'apparition des tribus d'hommes-bêtes. C'est l'avènement de l'âge de l'aventure en Eorzea. Et conjointement à ça, donc, en l'an 1562, le vénérable Louisois le Veilleur réunit discrètement 12 de ses élèves dans la patrie charlayanaise pour une entreprise ambitieuse, celle de former le Cénacle du Savoir. Il s'agit d'un groupe de chercheurs et d'érudits estimés connus sous le nom d'archontes et dédiés à une seule et unique mission, le salut d'Eorzea. Lassé de la guerre et mécontent du refus du Forum d'intervenir, le Cénacle a juré de prendre les choses en main par des moyens plus clandestins. Louisois savait qu'afin de dissuader la menace d'une invasion impériale, l'Alliance éorzéenne devrait éventuellement montrer les dents. Le sage a envoyé ses collègues archontes dans les 3 cités-États, espérant qu'ils seraient capables de convaincre chacun des dirigeants respectifs de rétablir les grandes compagnies. Ce sont des centres de commandement consolidés qui combineraient les ressources militaires, économiques et technologiques pour se préparer aux catastrophes à venir. Bien qu'il s'agisse d'un concept nouveau pour beaucoup dans la 6e ère astrale, ce n'était pas la première fois que des entités de cette nature étaient introduites en Eorzea. 1500 ans auparavant, alors que le soleil menaçait de se coucher sur la 5e ère astrale, ces villes-États ont fait appel à ces mêmes organisations pour veiller à l'évacuation d'un royaume assailli par la montée des eaux du 5e fléau. Mais bien que réticents au début, les dirigeants de la 6e ère astrale ont été assez sages pour voir les avantages qu'une alliance construite sur la base des grandes compagnies apporterait à leur cité-État. Et ainsi, ils ont mis de côté leur querelle amère pour le bien de leur royaume. Les efforts du Cénacle du Savoir n'ont pas été vains et au cours des années suivantes et au cours encore des années qui ont suivi, ils finirent par jouer un rôle significatif dans le façonnement de l'histoire moderne d'Eorzea. Cependant, malgré la création du Cénacle du Savoir et l'impulsion pour recréer également ces fameuses grandes compagnies, il a fallu du temps pour que les cités-États se réchauffent et se galvanisent aux appels à l'unité de ce fameux Cénacle du Savoir. Le royaume avait perdu un ennemi commun lorsque la Légion impériale s'était retirée derrière la muraille de Baelsar, diminuant la nécessité d'une alliance globale. Les cités-États ont d'ailleurs plutôt tourné leur intention sur les conflits territoriaux avec les tribus d'hommes-bêtes locales, des conflits qui avaient augmenté en fréquence et en sévérité depuis la bataille de Pleur-Argent.
La nécessité de traiter rapidement et efficacement avec les hommes bêtes a été renforcée par le fait que les tribus avaient commencé à invoquer des entités éthéréennes considérées par les tribus comme des divinités dont leurs ancêtres prétendaient descendre. Ces êtres étaient largement connus sous le nom de primordiaux. Un incident particulièrement alarmant, impliquant donc un primordial, s'est produit en 1564, lorsque les Amalj'as des plaines de Pagelsan ont invoqué leur dieu, Ifrit, dans le but de récupérer les terres ancestrales de Zandrak, sacrées pour leur tribu. Alors que leur dieu faisait des ravages dans le sud du Tanalan, détruisant une excavation de Mithril exploitée par les bons filons d'Amagina et fils, l'armée de la tribu a marché sur les avant-postes de la garnison d'Ul'da, écrasant les soldats non préparés et récupérant la terre comme si c'était la leur. Ce n'était cependant pas un incident isolé. Les tribus kobolds et Sawagin de Villebrand avaient également reçu le secret de l'invasion des primordiaux et ont commencé à le faire avec une fréquence accrue. Bien qu'une grande partie du royaume ait reculé devant la nouvelle puissance des hommes bêtes, certains refusaient d'être intimidés et au lieu de cela, ils ont accueilli l'opportunité de s'enflammer. C'est pendant cette période tumultueuse qu'un groupe de fanfarons, de la mort ou de la gloire, c'est selon le point de vue, connu sous le nom de la fratrie des Gabiers, s'est fait un nom en chassant les dieux autoproclamés qui sévissaient à l'Imsa Lominsa. Ces actes de bravoure, cependant, n'ont eu peu, voire aucune influence sur l'équilibre du pouvoir au sein du royaume. Au contraire, les aventuriers des Eorzea se sont retrouvés piégés dans un cercle vicieux, tuant un primordial pour en voir un autre renaître tout aussi puissant qu'avant. C'est d'ailleurs le Cénacle du Savoir qui a été le premier à observer la dégradation de l'environnement causée par l'invocation répétée de dieux primitifs. Les invocations nécessitaient des quantités massives de cristaux à base d'éther, des cristaux nécessaires donc pour que la Terre maintienne son équilibre élémentaire. Le Cénacle, qui s'était jusqu'alors concentré sur le sauvetage du royaume des envahisseurs Garlemaldais, a rapidement réalisé qu'il n'y aurait pas de royaume à sauver si les tribus de bêtes avaient vidé la Terre de son éther. Pour s'attaquer à cette nouvelle menace, les archontes ont fait appel au talent des élèves de Baldécion, une organisation charlayanaise similaire dédiée à la poursuite de la connaissance pour chercher des indices sur la façon dont les tribus animales ont hérité de ce savoir. Après des lunes de recherche dans des tomes poussiéreux et des archives oubliées, les érudits ont découvert des preuves reliant l'invocation primitive à un groupe énigmatique d'entités soi-disant sans ombre, connues sous le nom d'Assiens. Une étude plus approfondie serait nécessaire pour déterminer le mobile et le degré d'implication des Assiens, mais le temps ne jouait pas à ce moment-là en faveur du royaume. Malgré le manque de preuves, le Cénacle a approché les estimés dirigeants des cités d'Eorzea et les a informés des incomplets résultats de leurs recherches. À la grande surprise du Cénacle, les rapports ont été tout sauf pris à la légère. Les cités-États ont reconnu la gravité de la situation et ont toutes accepté d'agir immédiatement sur la base des informations qui leur étaient fournies. Le Cénacle s'était donc révélé être une source indispensable de connaissances, s'imposant comme un élément central dans l'effort désormais global du royaume pour neutraliser la menace primordiale. Et bien entendu, dans la résurgence des grandes compagnies en Eorzea, le répit temporaire dans les hostilités garlemaldaises semblait toucher à sa fin en l'an 1570, lorsque les bataillons de dirigeables de la 14e Légion ont commencé à occuper l'espace aérien au-dessus du mur de Baelsar. Donc les vols commerciaux dans la région ont été annulés de façon définitive, car les aéronefs civils exploités par la société de vol au vent ont subi des tirs sans distinction. Les voyages et le commerce dans la région ont été gravement perturbés, les marchands étaient contraints d'abandonner la commodité des routes aériennes pour des routes terrestres plus longues et aussi plus dangereuses. Cette occupation de l'espace aérien, bien que préoccupante, ne semblait pas être une reprise à grande échelle de l'incursion de Garlemald dans le royaume. Cette étape n'a été franchie que 2 ans plus tard, quand Nael van Darnus, légat de la 7e Légion impériale, a fait marcher ses hommes sur Alamigo en rejoignant la 14e Légion de Gaius van Baelsar, en doublant effectivement la présence impériale dans le royaume. La présence de Darnus dans la région a confirmé les craintes des dirigeants éorzéens et leur donna plus qu'une raison d'adhérer au plan du Cénacle du Savoir
et de rétablir ces fameuses grandes compagnies. Leur objectif étant fixé, les cités-États se sont empressés d'adopter les lois accordant des pouvoirs à leurs nouvelles entités qui sont le Maelstrom de Limsa-Lominsa, les Immortels à Ul'dah et l'Ordre des Deux Vipères à Gridania. Les cités-États organisent alors des cérémonies absolument somptueuses pour célébrer la montée en puissance des grandes compagnies, espérant que les réjouissances raviveraient l'esprit des masses pour les inciter surtout à s'engager. Les événements parrainés par l'élite dirigeante étaient de majestueuses parades dans lesquelles des maréchaux et des généraux aux yeux ardents prononçaient des discours passionnés à des audiences enchantées avec une ardeur encore jamais vue jusque-là dans des rues brillantes aux couleurs des cités-États dans lesquelles ces discours et ces parades se déroulaient. Pleinement conscients de leur prouesse dans la défense du royaume, les officiels de la compagnie font appel directement aux aventuriers en les encourageant à prêter leurs armes à une cause des plus dignes et des plus rentables surtout. Des divisions spécialement conçues pour ces combattants talentueux ont été créées dans les 3 grandes compagnies et ces 3 grandes compagnies, surtout ces divisions, rivalisent pour attirer les plus redoutables des guerriers et des aventuriers dans leur rang. La suite, ceci dit, de cette histoire nous raconte comment le projet Météore aura plongé Eorzea dans une guerre ouverte avec Garlemald. Ces événements se déroulent à la fin de la 6e ère astrale et conduiront à la 7e ère ombrale. Mais cette histoire, comme d'habitude, eh bien, ce sera pour le prochain numéro des Chroniques d'Aidélin.